En 2006, Haïti a élu un nouveau président après la fuite du président Aristide en 2004. Alors je vous propose aujourd'hui de faire connaissance avec un pays qui est finalement mal connu pour comprendre les enjeux de ces élections présidentielles en Haïti. Haïti est situé dans la mer des Caraïbes, dans l'archipel des Grandes Antilles. Le pays occupe la partie ouest de l'île de Saint-Domingue. Et à l'est, on a la République dominicaine. Haïti s'étend sur 28 000 km², y compris les îles de la Tortue au nord, de la Gonâve et de la Grande Cayémite dans le golfe de Gonâve, et l'île à Vache au sud. Les habitants d'Haïti sont tous descendants d'esclaves. Ils furent importés du continent africain à partir du XVIIe siècle pour travailler sur les plantations de sucre. Mais cette origine commune ne donne pas pour autant de la cohésion à la société haïtienne. La fracture entre créole et bossal, c'est-à-dire les peaux sales, est avant tout sociale. Ceux qu'on appelle les bossals sont les Haïtiens noirs, qui forment 90% de la population, et ceux qu'on appelle les créoles sont les descendants des esclaves affranchis et des mulâtres. Au lendemain de l'indépendance, en 1804, ils ont accaparé le pouvoir et les richesses, espérant ainsi retrouver la réussite économique de l'époque coloniale. Eh bien, cet antagonisme entre créole et bossal est autant une opposition entre classes qu'une opposition entre races. Il perdure depuis près de 200 ans, et cela explique en grande partie les tensions et les rivalités qui existent toujours aujourd'hui. Les Haïtiens tirent une partie de leur croyance de cette origine africaine. Le vaudou occupe une place importante dans la vie sociale. C'est une religion animiste, originaire du Dahomey, d'un système de référence qui explique les mystères de la vie et de la mort. Tout le monde, ou presque, pratique les rites vaudous, et en même temps, 80% de la population est catholique. Et 10% sont baptistes, et 6% sont évangélistes. Donc le syncrétisme est tout à fait complet. D'ailleurs, le président François Duvalier, dans les années 50, utilisait le vaudou pour s'assurer du soutien des bossals majoritaires, le catholicisme étant considéré comme la religion des élites créoles. Et puis il se fit connaître ensuite comme l'incarnation du baron samedi, c'est-à-dire le dieu de la mort pour effrayer et donc contrôler la population. Alors comment fonctionne ce petit pays ? Il y a 8,5 millions d'habitants dans l'île, ce qui donne une très grande densité d'occupation du sol, près de 300 habitants au kilomètre carré. La population urbaine se concentre dans les villes de Cap-Haïtien, Gonève et surtout Port-au-Prince. C'est la capitale, elle compte à elle seule 2 millions d'habitants et elle a doublé de population depuis 1991. Le pays a un relief très accidenté, montagnes noires, chaîne des Matteux, massif de la Hotte et de la Selle, qui culmine à 2700 mètres. Haïti, d'ailleurs, cela veut dire montagneux en langue arawak, c'est-à-dire la langue des Indiens, qui habitaient l'île au moment de l'arrivée de Christophe Colomb. Cela veut donc dire que les plaines sont rares et la quasi-totalité des terres disponibles a été mise en culture. Avant tout, des plantations de cacao, café, canne à sucre, coton, du sisal, développées depuis l'époque coloniale pour l'exportation. On exporte des mangues et on cultive aussi du maïs, du sorgho, des haricots, des tubercules pour la consommation locale et sur de petites exploitations. L'agriculture est le principal secteur économique du pays. Elle occupe près de 60% de la population active et elle représente 30% du PIB. Mais cette agriculture intensive, mise en place durant la colonisation, a de très nombreuses conséquences. On déboise les montagnes pour défricher de nouvelles terres. On déboise aussi pour produire du charbon de bois, qui reste souvent l'unique source d'énergie pour les ménages. Donc, déforestation. 97% de la forêt primaire a aujourd'hui disparu, d'où l'exode rural, l'érosion des sols, qui chaque année enlève toute fertilité à environ 1% des terres cultivables. Le secteur industriel, depuis la fermeture de la mine de bauxite, se limite au textile et aux usines d'assemblage. Il y a aussi un petit peu d'élevage, lapins, porcs, volailles, un peu de pêche le long des côtes. Mais les fréquents cyclones qui frappent souvent le pays ont réduit les bancs de poissons. Et contrairement à de nombreuses îles des Caraïbes, notamment la voisine dominicaine,
Le tourisme ne joue pas de rôle en Haïti. Le Club Méditerranée a fermé ses portes au début des années 2000 pour cause d'instabilité politique. Voilà donc quelques-uns des facteurs qui font que Haïti est l'un des pays les plus pauvres au monde, avec de très mauvais indicateurs de santé et de richesse. L'espérance de vie y est de 52 ans en moyenne. La mortalité infantile est très forte, 76 pour 1000, alors qu'elle est de 5 pour 1000 en Europe. Le taux d'analphabétisme avoisine les 50%. Près d'un habitant sur deux n'a accès ni à l'eau, ni à l'électricité. 85% de la population vit avec moins de $1 par jour, avec en plus le record mondial de l'inégalité. 1% de la population concentre 50% des richesses du pays. Alors, dans un tel contexte, comment s'en sortent les Haïtiens? D'abord, l'aide internationale est un élément structurel de l'économie. Elle fournit à peu près la moitié du budget de l'État. Plus de 250 organisations humanitaires fournissent aide alimentaire ou médicale. Certaines ONG américaines présentes semblent d'ailleurs avoir plus des visées de prosélytisme religieux que de développement. Ensuite, il y a la contrebande, les trafics et les migrations. Alors changeons d'échelle pour comprendre les facteurs. Haïti a une position équidistante entre la Colombie et la Floride. 1700 km de côte, un espace aérien sans surveillance, avec un État sans moyens, où la corruption est généralisée. Donc l'île est une plateforme idéale pour les trafiquants. Selon la DEA américaine, la Drug Enforcement Administration, 15% de la drogue colombienne pénétrant sur le marché américain transiterait par Haïti. La cocaïne y débarque par des vedettes rapides ou des petits avions. Elle est réexpédiée vers les États-Unis, soit dissimulée dans des cargos, soit par avion, ou encore en passant la frontière dominicaine pour rejoindre Puerto Rico. 1/5 de la population haïtienne vit à l'étranger, soit près de 2 millions d'Haïtiens, et la diaspora contribue à l'économie de survie. En République dominicaine, les Haïtiens seraient presque 1 million. Aux États-Unis, à Miami et à New York, ils seraient 400 000. À Montréal, au Canada et en France, les Haïtiens transitent par la Guadeloupe ou la Martinique. Environ 5000 dossiers de demande d'asile ont été déposés en 2005, soit 2 fois plus qu'en 2004. Et certains passent par le Suriname pour gagner les Pays-Bas. Au total, les émigrés haïtiens enverraient au pays entre 500 millions et $1 milliard par an, ce qui fait à peu près 25% du PIB haïtien, presque 3 fois le budget de l'État. Et le problème, c'est que cette réussite encourage et les bad people et la fuite des cerveaux. L'émigration haïtienne a d'ailleurs plusieurs causes. Elle est de nature économique, sous l'effet de la pression démographique et de la dégradation de l'environnement rural. Il y a aussi bien sûr des causes politiques pour fuir le climat d'oppression. Criminalité, bandes armées, des milices telles que les chimères, tout cela crée une grande insécurité et a conduit au report à 4 reprises des élections présidentielles. Alors depuis la fuite du président Aristide, Haïti vit sous tutelle internationale de la MINUSTAH, c'est-à-dire la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Cette mission a permis le bon déroulement des élections, mais elle ne parvient pas à faire baisser la violence, ce qui évidemment n'encourage pas les investissements étrangers. Alors le président élu, René Préval, va devoir mettre en œuvre la réinsertion des bandes armées dans la société, l'organisation de l'aide économique internationale, mettre fin à la violation constante des droits de l'homme et édifier un État avec des institutions stables. On le voit, c'est un énorme programme de travail qui va demander un engagement de la communauté internationale très long, 15 ans, 20 ans peut-être. Eh bien, est-ce que la communauté internationale en aura la persévérance et surtout en a-t-elle besoin ?